Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Démocratie Indirecte, le podcast qui parle de lutte collective en Romandie. Cette émission est produite par Voix Populaire, un mensuel suisse d'information, de réflexion et de combat. Vos soutiens nous est précieux, alors n'hésitez pas à vous abonner. Le canton de Genève connaît depuis plusieurs décennies une crise du logement qui perdure et qui touche aussi Lausanne et le reste du canton de Vaud. On assiste depuis des décennies à des hausses de loyers exubérantes, en même temps que des locaux vides sont inutilisés, des projets immobiliers qui ne répondent pas aux besoins de la population et des pratiques abusives sur les baux, sans oublier la spéculation et l'inflation qui n'a pas arrangé les choses. Malgré cette crise que tout le monde ressent, aucune mesure politique n'est prise et les acteurs immobiliers ont carte blanche dans les pratiques abusives. Pourquoi cette crise existe ? Comment profite-t-elle aux propriétaires et pourquoi aucune mesure n'est prise ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité Maître Christian D'Andrès, avocat et conseiller national PS et membre du comité national de l'ASLOCA, l'association suisse qui défend les locataires face aux différents abus. Vous avez, entre autres, porté les référendums contre la révision du droit du bail, vous offrez un soutien juridique aux locataires en conflit avec leurs bailleurs et leurs régies. L'ASLOCA, c'est une des principales associations de défense des locataires du pays. À Genève, elle compte une trentaine de milliers de membres, un peu plus dans le canton de Vaud. C'est une association aussi historique, puisqu'elle date de l'entre-deux-guerres. À l'époque, c'était une institution qui avait été montée par le Parti radical, souvent en opposition, en fait, à des mobilisations plus marquées politiquement, qui étaient celles du mouvement syndical de l'époque. Et l'ASLOCA a perduré avec, disons, des formes qui ont évolué. Et à Genève, mais c'est également le cas dans le canton de Vaud, il y a un secrétariat juridique qui est capable d'accompagner les personnes pour des défenses individuelles. Et il y a tout un volet, effectivement, politique, parce que il faut défendre le droit du bail, il faut porter, effectivement, le combat des locataires pour améliorer leur protection, qui aujourd'hui est peu de choses, et aussi essayer de travailler dans les cantons, dans les communes. Là, on a des espaces en fait juridiques et politiques pour pouvoir lutter contre la spéculation immobilière et effectivement la rente foncière. Je crois que c'est ça le but de l'ASLOCA aujourd'hui. Mais il y a tout un volet aussi collectif qu'on essaye de porter, parce que c'est uniquement dans une dynamique de mobilisation qu'on peut arriver à faire changer les choses et à résister aux attaques monstrueuses auxquelles les locataires doivent faire face aujourd'hui. Et je pense que la situation ne va probablement pas s'améliorer dans le futur avec l'évolution de la situation économique et aussi de la typologie des bailleurs. Mais on pourra y revenir. Donc tu parles des locataires, mais en face, qui sont les propriétaires en fait ? Je crois que c'est évidemment une bonne question. Il faut partir de là. C'est à quoi servent aujourd'hui les rendements immobiliers, à qui ils profitent. Et je crois qu'on doit constater que aujourd'hui, la majorité en fait, des propriétaires dans l'arc lémanique, c'est des bailleurs dits institutionnels, donc c'est des sociétés financières, c'est des banques, des fonds immobiliers, c'est également des caisses de prévoyance professionnelles. Je crois que c'est un point sur lequel il faudra qu'on revienne tout à l'heure, parce qu'il y a toute une dynamique en fait, autour du système en capitalisation qui est posé pour les retraites du deuxième pilier, qui nuit énormément à la situation des locataires. Mais donc, on n'a pas affaire majoritairement dans l'arc lémanique à des petits propriétaires individuels qui ont passé leur petite épargne et qui louent un appartement, peut-être, disons, dans certaines régions, notamment en vallée, dans des villages ou autres, mais disons, pour l'essentiel des agglomérations du bassin lémanique et en Suisse, c'est des grands propriétaires. Et le premier propriétaire, c'est l'UBS. Ensuite, vous avez Swiss Life, Zurich Assurance, enfin, toute la déclinaison, en fait, de ce que ce pays compte de banques et d'assureurs. On a parlé des sociétés financières, Swiss Life, UBS, mais on n'a pas parlé des caisses de pension, et ça, je crois que c'est un élément très important, parce que les caisses de pension pratiquent des loyers abusifs, elles ont un parc immobilier qui est assez important, et aussi et surtout parce que aujourd'hui les milieux immobiliers, le tribunal fédéral, mettent toujours en avant l'intérêt supposé des caisses à obtenir des rendements abusifs, puis qu'en quelque sorte, il faut démanteler le droit des locataires pour garantir les retraites. Évidemment, c'est quelque chose de plus facile à faire passer que de dire qu'il faut augmenter les loyers pour que BlackRock, actionnaire de Swiss Life ou d'UBS, obtienne un maximum de profit. Mais c'est faux. Je pense qu'on doit, dans le débat, parce que ça va revenir tout au long de la campagne autour des initiatives de l'ASLOCA, c'est que les caisses de pension doivent garantir un intérêt minimum sur l'épargne des cotisants. Et en fait, l'intérêt minimum est très largement inférieur à ce que prévoit la loi aujourd'hui, même à ce que prévoyait la loi avant les coups de boutoir du tribunal fédéral. Puis l'autre aspect, c'est que les caisses de pension ne sont pas soumises à un impôt. Donc elles ont encore une marge de profit supplémentaire qui est liée à peu près à 15%. C'est l'impôt, disons, moyen pour les entreprises. Donc les caisses de pension peuvent parfaitement satisfaire d'un droit du bail protégeant les locataires. Donc on doit rappeler ça parce que c'est vraiment le prétexte qui va être mis en avant tout au long de la campagne. Et je suppose que ces propriétaires savent jouer de leur influence auprès des instances politiques. Et quel impact cela a concrètement sur l'accès au logement ?
Ce qu'on constate, c'est qu'on a un effritement depuis plusieurs années de la protection des locataires qui avait été gagné par des luttes incessantes depuis les années 60, qui s'était en partie traduite par des éléments institutionnels, le lancement d'initiatives populaires. Une des premières qui avait été lancée l'avait été par le Mouvement populaire des familles. C'est une initiative qui date des années 60, 1967, et qui visait à avoir des mécanismes de protection contre les loyers abusifs et contre les congés abusifs. Et c'est grosso modo en fait les grands axes de ce que proposait cette initiative, qui ont ensuite été repris par le Conseil fédéral dans des arrêtés urgents et qui ont ensuite été introduits dans le droit du bail dans les années 90. Donc c'est cette protection-là qui a le mérite d'exister. Je crois qu'on doit aussi rappeler que dans d'autres domaines du droit social, notamment le droit du travail, il n'y a pas de protection équivalente à ce qui existe en droit du bail. Mais disons, depuis plusieurs années, on a des attaques qui se font à plusieurs niveaux. Au niveau parlementaire, on a voté le 24 novembre sur les 2 référendums que la SLOCA avait lancés contre la volonté des milieux immobiliers. C'est des textes qui avaient été déposés par Hans Egloff, président de l'Association des propriétaires de Suisse, conseiller national de UDC, de casser en fait la protection contre les congés abusifs. Mais on a aussi tout un travail de sape qui est fait depuis plusieurs années par le tribunal fédéral, la première cour de droit civil, qui, disons, met en avant systématiquement la question de la liberté contractuelle dans un domaine où il n'y a pas de liberté contractuelle, puisqu'il y a une partie forte et une partie faible au contrat, pour casser petit à petit en fait la protection dont disposaient les locataires. Je peux vous dire, moi je travaille à la SLOCA depuis 2007. En 2007, on avait encore tout un panoplie pour pouvoir défendre d'instruments efficaces pour défendre les locataires. Aujourd'hui, bien souvent, on n'a pas ce qu'il faudrait pour que les locataires puissent obtenir les baisses auxquelles ils ont droit, des baisses de loyer. Et donc on a vu le tribunal fédéral en quelque sorte sanctifier les rendements abusifs des bailleurs. Et je pense que le fait que ces bailleurs soient des grandes sociétés a évidemment un impact décisif. Et peut-être juste pour illustrer la chose, un exemple, il y avait eu pendant le Covid une discussion en Chambre fédérale sur un abattement possible des loyers. C'est un abattement assez modeste. Alors évidemment, dans l'immobilier, on est tout de suite sur des chiffres assez élevés, mais c'était 200 millions de francs pour les locataires d'immeubles commerciaux qui avaient été contraints de fermer. Et les chambres fédérales avaient refusé en fait cette proposition, alors même que ça concernait une multitude de petits entrepreneurs, petites PME. Gastro Suisse soutenait effectivement cette démarche avec la SLOCA. Et malgré ça, malgré le contexte, et malgré aussi le risque politique au sens électoral du terme, la majorité a refusé en fait cette mesure. Et je pense qu'on doit le comprendre comme la volonté, disons, de mettre le moins possible de réglementation à ce secteur qui est un secteur financiarisé. D'accord. Et en fait, donc, tu as parlé de conseiller national UDC. Donc, comment est-ce qu'il se présente dans les institutions ? Est-ce qu'il y a du lobbyisme ? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? Alors, je pense qu'on est presque au-delà du lobby. Alors, ça dépend évidemment qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là, mais c'est que toutes les personnes qui interviennent dans ce débat au niveau parlementaire sont toutes des personnes qui sont engagées, soit professionnellement, soit politiquement, dans les chambres immobilières cantonales ou au niveau fédéral. Donc, c'est du lobby direct, en quelque sorte. C'est les personnes qui sont des représentants de ces faîtières, des bailleurs, qui dictent la loi. Les textes des GLOF sont rédigés de toutes pièces. Et c'est ces textes-là qui ont été votés sans presque aucune modification et qui ont fait l'objet, justement, du référendum. Et c'est pas fini, parce qu'ils ont perdu le 24 novembre. Et malgré ça, et pourtant c'était une défaite, disons, forte pour ces milieux immobiliers, ils lâchent pas le morceau. Il y a encore 2 textes qui sont en cours de discussion. Un texte, ils y ont annoncé parce que je pense qu'entre deux, le tribunal fédéral leur a donné ce qu'ils souhaitaient. Il y a une dialectique très malsaine entre le tribunal fédéral et cette majorité parlementaire. Et reste le dernier texte qui concerne les loyers en usage, qui est en cours de discussion et qui sera vraisemblablement adopté d'ici à la fin de cette année, 2025. Et donc, on aura un référendum supplémentaire à lancer. Mais ça montre, en fait, le poids des milieux immobiliers, qui est un des lobbies les plus puissants, et qui, je pense, s'explique aussi du fait qu'aujourd'hui, la rente immobilière, la rente foncière, joue un rôle décisif, en fait, dans l'économie, dans les processus d'accumulation du capital. On pourra également y revenir. Mais justement, tu parlais de ces jurisprudences du tribunal fédéral en faveur des propriétaires. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces décisions vraiment complaisantes et de détérioration du droit du bail ? Alors, il y a un aspect institutionnel, ça veut dire que la première cour de droit civil est composée exclusivement de personnes de droite,
Alors que jusqu'à présent, le tribunal fédéral essayait dans la composition des cours, donc on a le tribunal fédéral, puis on a plusieurs cours à la fois civil, pénal ou de droit public, et ils essayaient d'avoir une représentation de magistrats qui soit à peu près le reflet de ce qui existe à l'Assemblée fédérale. Et puis là, ils ont changé effectivement de pratique en disant il faut mettre des personnes compétentes, entre guillemets, qui ont une certaine expérience. Et donc, à la première cour de droit civil, qui concerne le droit du bail, mais aussi le droit du travail, ils ont mis que des personnes de droite qui, disons, travaillent ardemment au démantèlement de la protection des locataires. Ça a commencé, difficile de faire un historique, mais disons, ils ont réduit la possibilité de demander des baisses de loyer en invoquant le rendement. La logique qui est posée par le droit du bail pour lutter contre les loyers abusifs, c'est que le bailleur place de l'argent lorsqu'il fait un achat ou une construction. Il a le droit à un intérêt sur l'argent qu'il a placé. Et l'intérêt ne doit pas être, disons, abusif. C'est ce que dit la loi. Et c'est le tribunal fédéral qui définit ce qu'est effectivement un rendement abusif. Donc, ils ont quadruplé la marge de manœuvre qui était laissée aux bailleurs pour que le loyer reste légal, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire un rendement net sur l'argent qui est investi dans l'immobilier de 3,5%, plus l'indexation à 100% de l'indice des prix à la consommation. Donc, l'inflation peut être répercutée sur les locataires. Et disons, ça a un impact assez extraordinaire quand on prend comme point de comparaison ce qu'un épargnant en Suisse peut obtenir sur son compte épargne, c'est 0. Dans d'autres domaines où il y a des investissements à risque, on est à peu près au même niveau. Là, on a effectivement un rendement qui est garanti par la loi à des niveaux qui sont extrêmement élevés sur un placement qui est totalement sans risque. Parce que si le locataire, je parle sans risque en Suisse, parce que si le locataire ne paye pas le loyer, il est possible de résilier le bail et de changer de locataire à très brève échéance. Donc c'est des ponts comme ça qui ont été posés. Et pire encore, si le loyer n'est pas contesté au début du bail, il n'est plus possible de le faire tout au long de la durée du bail et même à des renouvellements successifs si le bailleur ne majore pas substantiellement le loyer. Donc grosso modo, si aujourd'hui mon bailleur majore mon loyer donc, à la signature du bail de manière substantielle et que je ne conteste pas dans les 30 jours, pour les décennies futures, il ne sera plus possible de demander des baisses de loyer et faire en sorte que le loyer corresponde au rendement auquel le bailleur a droit d'un point de vue juridique. C'est de la folie. Et puis, évidemment, je termine là-dessus, c'est le fait qu'aucun bailleur aujourd'hui ne respecte ces règles. Aujourd'hui, si vous prenez les fonds immobiliers de l'UBS, on est entre 5 et 10% de rendement, donc plus du double de ce qui est autorisé. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on a une ponction qui est faite par le biais du loyer sur les salaires de la majorité de la population, et ça a un impact énorme. D'accord, mais est-ce que c'est légal, tout ça ? Alors le problème, il est le suivant, c'est que la Constitution dit que la Confédération doit prendre des mesures pour lutter contre les abus dans le domaine locatif, mais le tribunal fédéral est assez souverain. C'est-à-dire que si vous avez une jurisprudence qui est posée, même si elle est hors du cadre, à mon avis, de ce que prévoit la Constitution et la loi, vous ne pouvez pas lancer de référendum. Et vous ne pourrez pas non plus aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si le tribunal fédéral décide, vous êtes coincé. À moins qu'il décide de changer sa jurisprudence ou que vous ayez une majorité aux chambres fédérales pour pouvoir préciser les éléments dans la loi et éviter ainsi que le tribunal fédéral puisse battre la campagne. Mais là, on n'y arrive évidemment pas. Et il faudrait pouvoir lancer des initiatives, ce que la SLOCA va faire au mois de mai, donc dans quelques jours à peine, pour faire en sorte que les loyers, les règles posées dans le droit, à savoir qu'il n'y ait pas de possibilité de faire des loyers abusifs, soient respectées, tant au renouvellement du contrat que pour les baux déjà existants, pour que les loyers donc baissent, mais vous devez avoir la double majorité. Ce qui est aussi une absurdité institutionnelle. La Confédération protège bien les intérêts du capital sous cet angle, parce que double majorité, ça veut dire que vous devez avoir une majorité de cantons, et on l'a vu lors de la votation populaire du 24 novembre sur les référendums lancés par la SLOCA contre le démantèlement de la protection contre les congés abusifs. On a eu la majorité large de la population, mais on n'a pas eu la majorité des cantons. Donc c'est un problème. Et c'est aussi absurde, même d'un point de vue institutionnel, parce que aujourd'hui, le droit du bail est totalement en main de la Confédération. Donc pourquoi demander l'avis aux cantons puisqu'on ne leur retire pas en fait de compétences ? La logique, c'est de dire lorsqu'on prend une compétence du canton, il faut leur demander leur avis, mais là, non. Et on va permettre du coup à des Zougoises et des Zougois propriétaires, on a statistiquement pas mal de chances d'avoir des actionnaires de Swiss Life à Zug, et la voix du Zougois ou de la Zougoise pèse 40 fois plus que la voix du Zurichois et de la Zurichoise, et on va leur donner en quelque sorte un droit de veto sur la protection des locataires et sur les intérêts sociaux essentiels de la population.
On a beaucoup parlé du loyer, mais en fait, on n'a pas encore vraiment défini, alors que c'est un peu le point central, le point névralgique de toute cette question. Donc, si on décompose, c'est que le loyer est composé du coût d'amortissement, et on a donc sur le bâtiment, sur la construction, mais on a aussi le rendement sur le capital, et c'est ça qui va nous intéresser en fait, parce que on a une étude récemment publiée par Yadzi en 2024 qui nous informe qu'en fait, en pourcentage du loyer, la part qui va à la rente du capital est de 72%. C'est la logique de base. Alors, d'abord, c'est que lorsque vous payez un loyer, vous ne le payez pas dans le vide, contrairement à, disons, à l'idée courante, c'est qu'on vous met à disposition un appartement. Donc, mettre à disposition un appartement, ça induit quand même un certain nombre de coûts. Tout d'abord, la construction de l'immeuble, l'acquisition du terrain, l'entretien de l'immeuble, puis un certain nombre de charges financières. Et il y a aussi le rendement sur le capital qui est investi. Là, l'étude dont tu parles, c'est effectivement une étude qui a été commandée par le Conseil fédéral lorsqu'il y a eu des augmentations du taux de référence pour le calcul des loyers en 2023. C'était des hausses assez massives et il y en a eu coup sur coup 2. Et beaucoup de propriétaires, en particulier Swiss Life, ont envoyé des milliers, voire des dizaines de milliers de majorations de loyers à des locataires en place qui avaient déjà des loyers à la base très élevés. Alors, le Conseil fédéral a dit « il faut essayer de prendre des mesures ». Et puis, évidemment, comme ils font d'habitude dans ce genre de situation, c'est qu'ils ne veulent évidemment pas en prendre, mais il faut donner un peu le change. Donc, ils font soit une table ronde, soit une task force, soit ils commandent des études. Là, ils ont fait les deux, table ronde et commande d'études, pour voir si le modèle qui était à la base d'une ordonnance, en fait, du Conseil fédéral pour ce calcul des loyers en cas de variation des taux était pertinent ou pas. Ce qui a permis au Conseil fédéral, disons, de gagner 2 ans sur la démarche. Aujourd'hui, rien n'a été fait, les taux sont plutôt à la baisse, donc le Conseil fédéral risque de dire, c'est plus nécessaire d'agir, voire pire, peut-être de dire on modifie le modèle, alors qu'aujourd'hui, ce modèle-là devrait profiter aux locataires. Mais cette étude, ce qu'elle montre, c'est ça. C'est la part, en fait, du loyer qui sert à renter le capital qui a été investi, et on est très largement au-delà du modèle qui avait été posé par le Conseil fédéral il y a quelques décennies. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus de 70% en moyenne du loyer qui sert à renter le capital. Et on le voit dans la pratique aussi de la défense individuelle des locataires, que sur des immeubles qui ont été acquis récemment à des prix mais exorbitants, on est parfois même au-delà de 90%. Ah oui. Donc ça montre qu'on a vraiment une dynamique particulière de la rente foncière dans ce droit du bail et dans effectivement la pratique aujourd'hui des bailleurs. Ça, je pense c'est utile de le dire parce que c'est vraiment une ponction énorme qui est faite sur la société et qui est liée à un titre de propriété, mais aussi ça fait écho à l'évolution du marché immobilier actuel, où on a en fait des sociétés qui achètent des immeubles dans des logiques de pure spéculation de plus en plus chers, ou à des prix qui sont sans commune mesure avec la valeur entre guillemets de rendement de l'immeuble. Je fais simple, c'est que si vous achetez un immeuble, vous allez être intéressé, si c'est un immeuble d'apport, donc de rendement, intéressé à l'état locatif, c'est-à-dire à combien les locataires payent de loyer. Et puis aussi à la qualité de l'immeuble, à sa situation, sa vétusté, entretien, etc., etc. Donc là, ce qui est fait, c'est que certains propriétaires achètent à des prix qui sont sans commune mesure avec ces éléments-là. Du coup, ça va immédiatement au moment de l'achat réduire leur rendement, mais comme le droit du bail et la crise qui existe aujourd'hui, notamment en lien avec la pénurie, leur laisse une grande marge de manœuvre, ils vont ensuite notifier des hausses de loyer massives aux locataires en place, en invoquant justement ces jurisprudences du tribunal fédéral. Et c'est assez extraordinaire, ça c'est vraiment une nouveauté aussi pour nous, c'est qu'il y a quelques années, le calcul de rendement, donc c'était un des outils de calcul du loyer que le locataire pouvait invoquer lorsqu'il conteste le loyer au début du contrat, vous laissez une grande marge de manœuvre. On arrivait parfois à réduire le loyer de moitié. Et là, maintenant, avec ces immeubles, lorsqu'il y a des acquisitions à ces prix fous, le bailleur dit « mais moi, je vous fais le calcul de rendement, pas de problème. Regardez, je pourrais demander 4 000 francs par mois. J'en ai demandé que 3 500. Vous voyez, j'ai encore de la marge. » Et la marge, c'est le fait qu'à des au-delà, ils n'arrivent plus à trouver en fait derrière des locataires qui sont disposés à payer pour des logements de ce standing-là. Donc ça, et même ce qu'on constate, c'est qu'on a certains groupes financiers qui se vendent les immeubles intra-groupes. Et donc du coup, l'idée, c'est de placer un maximum de capital dans ces immeubles et de pouvoir ensuite tirer des loyers exorbitants et de renter en fait ce capital à des loyers, à des niveaux qui sont très élevés, dont je parlais tout à l'heure, au-delà de 3,5%.
Donc on a un vrai problème avec ça. Alors comment on lutte là contre? Aujourd'hui, le tribunal fédéral ne laisse pas beaucoup de marge, mais donc il y a une volonté aussi au niveau fédéral de pouvoir modifier le droit fédéral et puis agir dans les cantons, parce que là, on a une marge de manœuvre qui est plus importante parce qu'on n'a pas la double majorité. Et la SLOCA Genève a lancé une initiative qui vise à justement obliger la collectivité à préempter, c'est-à-dire à acheter ces immeubles à la place des spéculateurs et à des prix, évidemment, qui sont des prix qui correspondent à la valeur de l'immeuble réel et pas, évidemment, à des prix de spéculation. Ça, c'est des outils, on a des marges de manœuvre et il faut qu'on les utilise. Et ça, c'est un des rôles, en fait, que la SLOCA peut porter. Donc, juste pour clarifier, on a cette spéculation qui se fait en gonflant les fonds de capitaux qui sont investis. Et logiquement, plus on gonfle, plus la part de pourcentage est haute, plus on peut retirer de retour par le loyer. C'est ça, parce que si vous avez un immeuble que vous achetez 100 millions et que vous avez le droit, disons, à 3,5% sur 100 millions et qu'ensuite l'immeuble est vendu 150 millions, le nouvel acquéreur va pouvoir obtenir 3,5% sur chaque centime investi. Donc derrière, il faut qu'il y ait des locataires qui payent. Et donc ça va surenchérir massivement le logement et ça n'amène strictement rien parce que ce n'est pas plus de logements, ce n'est pas des logements de meilleure qualité, mieux entretenus ou autre. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une menace réelle sur le parc immobilier locatif. Et on en a eu d'autres aussi, attaques, disons, plus classiques, mais qui aujourd'hui sont très fortes dans des villes comme Genève, Zurich. C'est les travaux menés pour rénover des immeubles, les mettre à des standards environnementaux. Alors évidemment, on est favorable au fait qu'il y a une isolation des immeubles. Aujourd'hui, la consommation énergétique des immeubles, c'est une source de pollution importante. Dans un canton comme Genève, c'est presque la moitié, en fait, qui est liée à 30 à 40%, pas la moitié, qui est liée à la consommation pour le chauffage. Donc il y a des mesures, évidemment, à prendre. Il faut assainir ces immeubles. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est aussi utilisé comme prétexte pour majorer encore un peu plus les loyers, soit des locataires en place, soit des futurs locataires. Alors, comment ils font ? Tout d'abord, ils utilisent l'énorme marge de manœuvre que l'on laisse le droit fédéral. Et puis ensuite, donc, d'augmenter le loyer sur des bases qui sont déjà des bases abusives. Donc vous avez un loyer abusif, puis on va rajouter encore une couche là-dessus liée à l'entretien. Ce qui est absurde parce qu'on pourrait dire, et on avait fait ces propositions au Parlement fédéral qui avaient été refusées, c'est dire, mais bailleur, tu obtiens déjà ça de profits indus. Puise dans ces profits indus avant de demander aux locataires de payer en plus pour des travaux de rénovation que par ailleurs tu aurais dû faire, parce que ce qu'on constate aussi dans la pratique, c'est que vous avez évidemment des travaux d'amélioration du bâtiment, mais vous avez aussi beaucoup de travaux d'entretien différés. Et là, de nouveau, le droit fédéral laisse une grande marge. Ça veut dire que si vous entretenez convenablement votre immeuble, en principe, le loyer est censé couvrir en fait cet entretien courant, mais si vous faites des travaux lourds, là, il peut y avoir majoration de loyer. Et le problème, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un immeuble qui n'a pas été entretenu depuis 50 ans? Parce que vous avez de l'entretien, puis vous avez effectivement de l'amélioration. Le Conseil fédéral a pris une décision absurde, c'est de dire, si les travaux sont chers, alors à ce moment-là, on peut répercuter fortement ces coûts sur le locataire, jusqu'à 70% du coût sur le locataire en place. Ce qui est absurde, parce que la plupart du temps, lorsque c'est cher, c'est que vous n'avez pas fait des travaux d'entretien. Et donc, du coup, vous ne devriez pas en bénéficier, en profiter comme bailleur. Donc, c'est une règle. Le Conseil fédéral dit que cette règle ne fonctionne pas. Ils ont commandé une étude qui dit justement qu'il y a un problème, que ça ne correspond pas à la réalité. Mais depuis que l'étude a été rédigée, il y a plusieurs années de ça, le Conseil fédéral ne modifie pas cette règle et le locataire continue à en pâtir. Et puis, on a encore d'autres aspects qui sont liés aussi, cette fois-ci, au contexte un peu géographique. C'est que lorsque vous avez des infrastructures qui sont construites par les collectivités publiques, transports, crèches, espaces culturels, évidemment que l'immeuble va prendre de la valeur parce que vous avez des personnes qui vont pouvoir s'installer avec souvent des moyens financiers plus importants et donc une capacité à payer plus cher. Et ça, on a pas mal d'infrastructures qui sont construites en Suisse dans les agglomérations. Pour Genève, on a le Léman Express, on a eu le métro à Lausanne, on a aussi maintenant le tram. Et donc, ça va rendre évidemment ces quartiers très attractifs pour un certain nombre de locataires avec des moyens plus élevés. Et la SLOCA, là, et derrière, on a des hausses de loyers assez massives. Et donc, on réduit toujours un peu plus la part du logement abordable dans le parc immobilier locatif. Et donc, il faut lutter là contre. Et donc, un des moyens de lutter là contre, c'est d'essayer de mobiliser les locataires. Et là, justement, pour ce cas de figure spécifique, en fait, on a donc les pouvoirs publics qui investissent donc, dans des infrastructures telles que le CEVA, ça fait augmenter les loyers. Et en fait, c'est les bailleurs qui en profitent sans avoir déboursé le moindre centime.
C'est exactement ça le problème. Et donc, on avait essayé également de porter au niveau fédéral le fait que lorsque c'est une infrastructure publique, on devrait pouvoir protéger en fait les locataires du secteur en disant c'est pas normal que Swiss Life profite des investissements des CFF et notamment des usagères et des usagers des CFF. Ils peuvent pas en quelque sorte nuire à la collectivité, ça ne va pas. Et donc, mais ça a été évidemment refusé. L'idée, c'était de reprendre des mécanismes de protection qui existent dans le droit genevois, qui est de dire pendant une certaine période, il y a un contrôle en fait des loyers, un contrôle des prix de vente. Mais c'est évidemment pas le cas. Puis c'est d'autant plus choquant lorsque effectivement vous avez des bailleurs qui ont des liens avec la collectivité. Ça a été le cas notamment à Zurich, où ceux qui font la promotion des secteurs près des gares, c'est CFF Immobilier, qui est une entreprise à but lucratif, qui dégage un très gros bénéfice à la demande du Conseil fédéral, ce qui est fou. On a un service public en Suisse qui dégage du profit, disons, pour le Conseil fédéral, qui va ensuite, grâce à ça, pouvoir baisser les impôts des personnes les plus fortunées. Mais donc, de dire, mais écoutez, ces terrains, ils ont été mis à disposition des CFF pour profiter à la collectivité, notamment parfois même avec de l'expropriation, lorsqu'il a fallu construire, en fait, des gares. Vous n'allez pas ensuite faire de la spéculation immobilière sur ces terrains-là. Et là, la SFF avait été un peu perturbée par ça, parce qu'ils avaient fait des notes qui avaient fuité, dans lesquelles ils disaient attention, dégâts d'image, on doit essayer de construire un contre-discours pour cacher, en fait, la merde au chat, à savoir qu'ils spéculent à fond sur ces terrains. Et là, on avait un exemple à Genève, c'était autour de la gare des Eaux Vives, où là, on a une association très active, et cette association s'est battue lorsqu'il y a eu des travaux de rénovation qui ont anticipé un peu la construction du CEVA. On a réussi, grâce à l'association, à limiter en fait assez fortement ces hausses. Puis après, on a demandé des baisses. On a contesté aussi les hausses de loyer à chaque renouvellement parce que l'association allait voir sur place. Donc, quand il y avait un nouvel habitant, ils allaient frapper à la porte en disant bonjour, bienvenue. Voilà, on organise des choses, des activités avec l'association. Vous payez combien de loyer ? C'est trop cher, venez, on conteste le loyer initial avec la SLOCA, et on a réussi à, disons, éviter des hausses de loyer pour quand même une vingtaine, je pense, de locataires sur des immeubles d'une centaine d'appartements. Donc ça marche bien. Et ça, la SLOCA avait essayé de le faire quand Genève, lorsqu'on a eu ces gares du CEVA, on a essayé de mobiliser des locataires dans les quartiers où on savait qu'il allait y avoir des gares avec des fortes hausses de loyer derrière. Et ça marchait assez bien pour la gare des Eaux Vives. On n'a pas aussi bien réussi dans d'autres quartiers comme Champel, quoique on a réussi aussi à avoir des associations. Et ça, je crois que c'est un des éléments aussi, parce que face au désastre en fait, dans lequel on se trouve, le seul moyen, c'est de mobiliser les gens. Et on peut y arriver plus facilement avec la question logement que dans d'autres domaines, parce qu'aussi c'est une approche un peu interclassiste. Et puis on n'est pas avec l'immobilier dans une logique d'exploitation au sens strict. C'est juste que les bailleurs veulent fourguer de la camelote à prix d'or. Et donc on arrive, disons, assez facilement, même dans une logique qui est une conception très capitaliste de beaucoup de personnes, dire que ça ne va pas, on paye trop cher, ça ne vaut pas ce prix-là. Donc on peut mobiliser et on cherche évidemment à le faire. Oui, justement, comme tu as raconté cette action d'Asloca, d'aller voir les gens, j'imagine que c'est assez coûteux en énergie aussi et en mobilisation. Et justement, est-ce que sans réelle intervention publique, sans réelle intervention étatique, est-ce qu'on peut envisager une fin de crise, un débouché positif pour les loyers ? Je pense que si on veut travailler à plus large échelle, il faut évidemment modifier la loi. Et puis la loi permet aussi, disons, d'avoir une sorte d'automaticité, qu'on n'ait pas besoin de se battre quartier par quartier. Mais aujourd'hui, les pouvoirs publics, on a parlé du tribunal fédéral, disons, l'État veille à garantir les rendements immobiliers. Il travaille vraiment dans ce sens de pouvoir garantir des profits de plus en plus élevés. Donc je pense que sans mobilisation forte des locataires, évidemment, on n'y arrive pas. Alors, comment est-ce qu'on mobilise ? C'est aussi ça, évidemment, l'enjeu. Et avec quelles ressources ? Je pense que nous, ce qu'on peut amener comme défenseurs des locataires, c'est d'essayer de donner... Parce qu'on mobilise toujours les personnes sur quelque chose souvent d'assez concret. C'est qu'il y a des travaux. Ça, c'est un angle d'attaque qui est assez bon. Donc, on peut fournir de l'information sur comment se défendre, voilà ce qui va se passer. C'est d'organiser effectivement les gens, accompagner effectivement l'organisation et aussi d'essayer de repérer qui, disons un peu dans les personnes qui participent à ces séances, auraient peut-être un peu le feeling, parce qu'il faut quand même aussi les talents un peu d'organisateurs, d'animateurs, pour pouvoir ensuite prendre en charge l'association, parce que sinon, on n'y arrive pas. Nous, on est 14 à la SLOCA.
c'est impossible d'arriver disons, mobiliser des dizaines d'associations. La SLOCA Genève a une quarantaine d'associations membres. On a 30 000 membres individuels et une quarantaine d'associations membres collectifs. Donc on doit aller chercher des personnes qui ont la fibre militante et qui sont capables de porter ça, puis qui aient aussi un rapport de confiance vis-à-vis des voisins, puis de ne pas avoir peur, même si, de nouveau, le risque dans l'immobilier de résiliation de bail est très faible dans ce domaine. Ce n'est pas le droit du travail, hein. Mais les gens ont peur. Je crois que c'est effectivement un élément assez central qui explique pourquoi les bailleurs y vont aussi facilement, en partie avec la pénurie de logements. Mais c'est central. Si on n'a pas ça, je pense qu'on n'arrivera évidemment à rien. Puis, à partir du moment où tu arrives à avoir des associations qui se mettent en place, évidemment que la solidarité, elle est vis-à-vis du bailleur, contre le bailleur, mais tu peux créer aussi d'autres dynamiques de solidarité qui sont très intéressantes et qui peuvent aussi sortir, en fait, des murs, en quelque sorte, de l'appartement et de l'immeuble et aller sur des questions d'aménagement du territoire, aménagement du quartier, voire aussi de solidarité intergénérationnelle. Donc, ça peut être des espaces de politisation, entre guillemets. Alors, c'est pas une politisation forte, mais disons, dans une société où il y a une volonté d'atomiser, en fait, les personnes, c'est des éléments qui sont assez puissants. Et aussi, ça amène les gens à réfléchir à des solutions collectives, à discuter collectivement aussi des solutions à leurs problèmes. Et ça, je trouve que c'est central. J'ai une question plus globale par rapport au marché. On voit justement ces prix qui continuent d'augmenter pour favoriser la rente du capital et aussi en plus ou en parallèle l'augmentation du coût de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une débouchée de la crise vers juste un effondrement de marché, par exemple sur Lausanne ou Genève, où justement on a des loyers qui explosent les plafonds? Bon, c'est difficile à dire. Je crois que il y a quand même une dispersion des salaires qui est importante sur l'arc lémanique. Donc, on a une partie significative de la population qui a les moyens de payer des appartements à 3 000, 3 500. Moi, je ne veux pas faire la distinction entre ces locataires-là et effectivement des personnes qui auraient moins de revenus. Mais je pense que les bailleurs, ce qu'on voit, c'est que quand ça dépasse les 3 500, 4 000, ça devient difficile d'arriver à trouver, entre guillemets, un locataire qui est capable de payer ça. Aussi parce que s'il y a des locataires qui ont les moyens de payer ça, ils veulent un niveau de standing plus élevé que ce qui existe sur des logements courants. Donc, je pense jusque-là, il y a cette marge qui existe. Alors après, ce qui pourrait se passer, c'est, je ne sais pas, si tout à coup on a un retournement de situation au niveau international, je parle de Genève en particulier, vous avez justement la Genève internationale qui s'effondre et que tout à coup il y a le départ, je ne sais pas, de 20 000 personnes qui ont souvent un pouvoir d'achat assez élevé, aussi du fait qu'il y a une participation au paiement du loyer de la part de l'employeur, ça pourrait peut-être avoir un impact. Mais je ne pense pas qu'il y ait un risque d'effondrement. Là où il y a un risque, il est surtout sur la propriété par étage. Parce que vous êtes un locataire, vous ne payez pas votre loyer parce que vous êtes séparé, vous avez perdu votre emploi, vous n'arrivez plus à sortir 3 500 francs, parce que de nouveau, vous avez 2 salaires médians genevois à 6 500 à peu près, vous arrivez à mettre 3 000 francs par mois pour un logement. Mais vous vous séparez, il faut prendre 2 logements à 3 000 francs, ça devient une autre paire de manches. Là, ça devient quasiment impossible. Donc, mais si vous ne payez pas le loyer, le bailleur peut mettre en demeure, vous avez 30 jours pour payer, et ensuite, si vous ne payez pas, il vous met à la porte. La résiliation de bail intervient, il peut y avoir une procédure d'évacuation et le locataire est chassé en 3-4 mois. Donc le risque économique, il n'est pas énorme pour le bailleur. Sur la propriété par étage, c'est une toute autre question parce que là, vous avez un risque qui est plus élevé. Il faut aussi pouvoir liquider le gage immobilier. Il peut y avoir des pertes. Et ça, on l'a vu à l'époque de la quasi-faillite de la Banque cantonale de Genève, il y avait eu effectivement un risque. Puis si vous regardez de temps en temps les publications qui sont faites par la Banque nationale, ils mettent quand même en avant le fait que le niveau en fait, des hypothèques en Suisse est quand même très élevé. Et puis que là, il pourrait y avoir un risque si tout à coup les salaires devaient baisser ou s'il y avait effectivement une crise économique où les petits propriétaires ne pouvaient plus payer leur retraite. Puis que, disons, il y aurait un effet de masse. Ça pourrait évidemment être un risque. Mais sur l'immobilier locatif, le risque, à mon avis, il est quasiment nul. Et c'est pour ça qu'ils investissent massivement dans ce secteur, parce que c'est vraiment de la rente, au sens strict, mais aussi au sens un peu courant. Ça veut dire profit sans risque. D'accord, c'est aussi pour ça en fait qu'on a une énorme part de locataires. Par rapport au nombre de propriétaires à Genève, il y a aussi une volonté politique de garder ce marché selon cette structure-là. Alors c'est clair que ce marché, disons, il sert les intérêts d'un certain nombre de détenteurs de capitaux. Il y a aussi peut-être des éléments sur l'arc lémanique qui est lié à une très forte mobilité. Il y a vraiment un turnover qui est important, et c'est clair que si vous êtes petit propriétaire, vous restez sur place, vous êtes attaché. Et je pense que ça correspondra un peu moins
à une partie en fait des personnes qui travaillent dans ce canton. Je pense qu'il y a aussi cette dynamique-là qui est mise en place. On a déjà légèrement touché un petit peu la question des débouchés, des perspectives, mais justement, notamment à travers la SLOCA, est-ce que aussi les partis politiques, par exemple, devraient plus se saisir de ces questions de locatif, de ces questions de l'immobilier, notamment à Genève et sur le canton de Vaud? C'est une thématique sociale et économique majeure, elle est également politique, du fait que ça écarte en fait une partie de la population des centres-villes, voire même effectivement du canton. Ça pousse les gens à devoir aller habiter loin. Après, on part pas de rien, et je pense que dans le travail qui peut être fait, et ça on essaye de le faire aussi avec la SLOCA, mais également en discussion avec des partis politiques, c'est qu'on a des outils en fait de protection des locataires. On a parlé du droit fédéral, mais on a aussi des outils dans le droit cantonal. Et on doit partir de ces expériences et essayer en fait de les reproduire ailleurs. La loi la plus ancienne, il y en avait d'autres, mais qui ont été démontées dans les grandes vagues néolibérales en Suisse alémanique, en particulier à Zurich, c'est la LDTR, qui existe aussi sous d'autres formes dans le canton de Vaud, la L3PL, où on a, disons, des réponses spécifiques qui ont été apportées par le mouvement des locataires, notamment sur les travaux de rénovation avec des hausses de loyer derrière, où là, la loi cantonale genevoise, mais reprise aussi ailleurs, prévoit qu'on a un mécanisme de contrôle automatique des loyers après travaux et aussi un mécanisme de plafonnement du loyer en prenant comme point de référence le salaire médian genevois. Donc ça, c'est un outil qui est très pertinent et qui protège bien les locataires. On a aussi des outils qui ont été mis en place lorsqu'il y a eu des grandes vagues de congés-ventes, c'était au début des années 80, où les propriétaires... Alors, si tu peux juste définir congé-vente. Oui. Le congé-vente, c'est qu'un propriétaire achète un immeuble en bloc, ensuite il fait une propriété par étage et il va vendre appartement par appartement à des personnes qui veulent y habiter. Parfois le locataire qui y vit, il est contraint d'acheter ou de partir, et ça permet des bénéfices ahurissants, c'est de la pure spéculation. Les bénéfices qui avaient même été annoncés par Ronald Zacharias, qui était un grand promoteur propriétaire genevois, qui avait fait la promotion en fait de cette spéculation, indiquait qu'il pouvait lui se faire des bénéfices de 300 à 400 000 francs par appartement. Donc c'est vraiment de la pure spéculation parce que vous avez le même immeuble avant et après, sauf que l'immeuble est renchéri. Donc c'est-à-dire que derrière, quelqu'un doit payer. Et donc ça va être le locataire en place ou les futurs acquéreurs si l'immeuble ou les appartements sont revendus. Mais ça avait aussi un impact parce que pour pouvoir vendre plus cher, des bailleurs résiliaient le contrat de bail. Alors ce qui était interdit dans la loi, c'est de dire tu achètes ou tu pars, donc dire ça au locataire. Et les bailleurs ont contourné un peu le problème en disant « Bon, je résilie ton bail, tu dois partir, mais si tu veux, je suis d'accord de te vendre l'appartement. » Mais la pression, elle est énorme sur le locataire en place. Et évidemment, si cette pression existe, le locataire en place va aussi être d'accord de payer plus cher l'appartement que s'il cherchait effectivement un logement en PPE parce qu'il ne veut pas quitter son appartement, ses enfants sont scolarisés là, il a des habitudes de vie, enfin des éléments de cette nature. Et donc il y a eu une votation populaire en 1985 qui a interdit en fait ces pratiques. Et ça, c'est des outils extrêmement percutants. On doit protéger le parc immobilier locatif existant, mais on doit aussi protéger, disons, la spéculation sur les futurs quartiers. Et là, à Genève, on a un outil très intéressant, la loi générale sur les zones de développement, qui prévoit un mécanisme de limitation des prix de vente et des prix des loyers pendant une période de 10 ans après la construction des immeubles. C'est un outil qui est très très utile et qui laisse une certaine marge de manœuvre aux locataires. Alors, comme un peu pour conclure, on parle un petit peu de solutions, de perspectives. En tout cas, à Lausanne, il y a beaucoup de la question des coopératives qui émergent. Et puis, on a aussi des modes de location et d'hébergement différents, comme à Genève, la SIGU ou bien la FJE sur Vaud. Est-ce que ça, c'est des perspectives qui sont réalistes et souhaitables pour une société? Est-ce qu'on peut envisager un renversement dans cette direction-là, ou ça reste des propositions marginales? Bon, le principe de base, c'est qu'on doit lutter contre l'accaparement privé de la rente foncière. Ça, je crois que ça doit être notre étoile polaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est de soustraire un maximum de logements de la spéculation et donc de ces sociétés financières ou des caisses de pension qui ont parfois des sales pratiques. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en donnant des terrains à des coopératives qui, pour autant que les coopératives soient sans but lucratif, parce que c'est pas toujours le cas, évidemment, ou, et ça se fait pas mal à Genève, en soutenant des fondations communales ou des structures de plus grande importance. Là, je crois que en Suisse romande, hormis la ville de Bienne, les coopératives sont assez peu développées, elles existent, mais c'est pas aussi massif que ce qui existe en Suisse alémanique ou à Vienne, en Autriche, par exemple.
Et la coopérative, elle a évidemment un grand intérêt. Elle offre une très bonne protection contre les congés. Elle n'offre pas toujours une excellente protection contre les loyers abusifs parce que parfois le modèle de financement repose sur les coopérateurs locataires. C'est-à-dire que pour étendre le parc des coopératives, on va mettre à contribution via le loyer les locataires en place. Alors évidemment, mieux vaut ça, parce qu'on construit quand même du logement pour les autres coopérateurs, que de donner ça aux actionnaires BlackRock de Swiss Life, évidemment. Mais ce que j'ai pu constater dans la pratique, c'est que les fondations communales, par exemple à Genève, ont une force de frappe qui est excellente parce qu'elles connaissent très bien le territoire, donc elles peuvent aussi anticiper le fait que dans certains secteurs, on va construire, donc acheter aussi les terrains en amont. Et elles ont également une assise, disons, financière et logistique, parce que construire un immeuble ou acheter un immeuble, il faut quand même avoir quelques compétences. Alors sur des grosses coopératives, ça va, mais sur les petites, c'est difficile. Il faut des architectes, il faut des juristes, il faut des personnes qui ont aussi quelques notions dans des questions de prêts hypothécaires ou autres. Donc c'est pas toujours simple. Il y a un gros suivi administratif qui est aussi assez lourd. Donc ça, évidemment, les communes ont ces outils à disposition. Donc, je crois que moi, je suis assez partisan en fait du développement de ces fondations, mais on doit quand même faire une place et avoir une réflexion sur la gouvernance de ces structures, parce qu'on a eu un des problèmes à la gérance immobilière municipale, par exemple, et des locataires s'étaient mobilisés avec le soutien de la SLOCA. C'est que vous pouvez avoir des systèmes de gouvernance qui sont parfois très méprisants vis-à-vis des locataires. On donne des congés à tire-larigot, des éléments de ce type. De nouveau, j'insiste, ça n'a toujours rien à voir avec ce qu'on a à Swiss Life, Zurich Assurance, qui font des congés économiques, qui chassent les gens pour louer plus cher, enfin vraiment des sales pratiques. Ça, on ne l'a pas. Mais on n'a pas toujours le modèle de gouvernance le plus adéquat dans le secteur public. Et du coup, comment faire ? Je crois que la meilleure solution, c'est de laisser une place centrale aux habitants et que dans la gouvernance, il y ait une participation forte des locataires. Mais je pense qu'il y a des éléments de complémentarité. Mais disons, aujourd'hui, je pense que pour la Suisse romande, les coopératives, c'est surtout une alternative en fait, à la propriété par étage, parce que vous pouvez du coup avoir des protections qui sont excellentes sur le long terme, sans devoir disposer d'un capital propre au départ important. Donc, on l'aura compris, la mobilisation communautaire, collective est très importante, surtout au niveau cantonal, au vu des différents vides juridiques qui existent, et puis une sorte de complicité un peu indirecte du tribunal fédéral. Donc, vous, la SLOCA, vous vous mobilisez pour ça. Parlez-nous encore de cette initiative que vous lancez. Alors, il y a 2 initiatives. Il y en a 3, en fait. Il y a une initiative qui va être lancée dans le canton de Vaud dans les prochains jours, qui vise aussi à mieux protéger les locataires contre cette spéculation liée à des travaux de rénovation, qui s'inspire aussi de la loi cantonale genevoise. Nous, à la SLOCA Genève, on a lancé une initiative qui est en cours de récolte de signatures pour justement favoriser, en fait, des bailleurs sans but lucratif, protéger le parc aussi immobilier locatif avec des loyers abordables par la préemption. Ça veut dire que si les propriétaires veulent vendre des immeubles, que la collectivité, en canton commune, puisse acheter. Et puis, il y a une initiative de la SLOCA suisse qui vise à faire en sorte que la protection contre les loyers abusifs soit appliquée. Parce qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est que c'est toujours sur les épaules du locataire que retombe la charge de contester son loyer. Là, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit le bailleur qui doive le faire automatiquement sans que le locataire ait besoin d'agir. Donc, c'est un outil très utile, mais évidemment, il faut pouvoir avoir la double majorité. Dans les cantons, c'est un peu plus facile, mais tout ça n'est possible que s'il y a une mobilisation à la base. Et aussi, justement, on doit chercher à créer cette dynamique, disons, de mobilisation autour de ces initiatives, donc à la fois pour les faire passer, mais aussi pour s'inscrire sur le long terme. C'est que si on n'a pas une mobilisation, une conscientisation de ces problèmes par la majorité des gens, on n'y arrivera pas, tout simplement. Donc, l'initiative de la SLOCA Genève a déjà été lancée. Vous pouvez tout trouver sur leur site internet. Et l'initiative de la SLOCA Suisse sera lancée à partir du 16 mai. Christian D'Andrés, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup d'avoir participé. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube. Et on s'entend au prochain épisode.